Bien, aujourd'hui, on va s'intéresser au banquet de Platon et tout particulièrement de l'entrée d'Alcibiade et de la relation qu'il y avait entre Alcibiade et Socrate. Et au fur et à mesure, on va faire des va-et-vient avec Stendhal et plus précisément les différentes étapes, les deux grandes cristallisations, la première et la deuxième cristallisation, qu'on avait décrit dans les deux vidéos précédentes consacrées à Stendhal, avec ce qu'on va retrouver dans cet amour, on va définir amour-passion entre Alcibiade et Socrate. Venons-en au banquet de Platon. Alors c'est un moment convivial où il y a beaucoup d'invités. On choisit un thème philosophique, ici c'est l'amour, Eros, et chacun à son tour doit faire un éloge, présenter un discours élogieux envers le Dieu amour. Il y a plusieurs discours qui vont s'enchaîner autour de l'amour. Et l'amour, ici, c'est important de le préciser, est entre deux corps, deux hommes. C'est l'amour homosexuel. Un est dans la position de l'aimer, c'est le plus jeune, et l'autre, la position de l'amant, c'est la personne plus âgée. Un des buts de cette relation entre l'aimé et l'amant, entre deux hommes, est aussi un objectif pédagogique. L'amant est tenu à initier l'aimé dans les choses publiques, dans les choses de la cité. On ne va pas s'attarder aux différents discours élogieux envers Eros. Ce qu'on va regarder ici, c'est plutôt de trouver un fil conducteur qui est que jusqu'au discours de Socrate élogieux envers l'amour, l'amour est conçu comme symétrique, fondamentalement, quand l'amour se réfère à l'aimer, à l'amant. Quand l'amour est l'amour entre deux corps, l'amour qui a des manifestations de rapports sexuels aussi. Jusqu'au discours de Socrate, c'est la symétrie qui l'emporte. Je vais m'expliquer. La symétrie, c'est-à-dire, reprenons un des discours, celui d'Aristophane, qui dit, au départ, prenons mon corps, il est un uni avec un autre double de moi, un autre corps de moi, et on est un seul, on est une seule entité. À un moment donné, cela a été coupé, et donc ça vaut aussi pour un homme et une femme, un homme et un homme. À un moment donné, ces corps ont été coupés en deux, et à partir de ce moment-là, la vie consiste à rechercher sa propre âme jumelle. Et quand on la retrouve, quand on la trouve, voilà que l'amour se déclenche, et dans l'autre, on se voit, et l'autre se voit soi-même en moi. C'est un amour spéculaire, c'est un amour en miroir. Et si on se souvient de ce que j'avais dit dans les vidéos précédentes consacrées à Stendhal, c'est exactement ce qui se passe dans la première cristallisation. C'est cet amour en miroir, cet amour spéculaire, où il y a la certitude que l'autre m'aime, et c'est dans « je l'aime, cette personne m'aime aussi ». Et de même pour le manque, je lui manque, elle me manque. À la fois, pour cette sensation, cette certitude d'amour, c'est spéculaire, ce mouvement, ce ressenti est spéculaire, ainsi que le manque. Et voilà ici sur la symétrie. On pourrait dire maintenant, mais attention, l'aimé et l'amant ne sont pas dans une position symétrique. Attention, là il y a un autre discours qui décrit ce que Lacan va appeler la métaphore de l'amour. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'à un moment donné, quand l'amour se déclenche plus fort, l'amour plus fort, pas seulement l'être ensemble, l'aimer et l'amant, dans cette optique pédagogique aussi, mais quand un amour plus fort se déclenche, c'est quand l'aimé devient l'amant, et l'amant
l'aimer. C'est ce que Lacan appelle la métaphore de l'amour. Quand cela se produit, eh bien, nous avons ce qui se produit en première cristallisation, ce qui se produit dans cet amour spéculaire en miroir. C'est-à-dire que l'amant est l'amant, et l'aimé est l'aimé. Donc chacun est à la fois a été dans une position avant d'être l'aimé pour l'amant, donc je l'aime comme l'autre m'aime. Voilà, ça c'est en spéculaire. Grâce à ce remplacement, cette métaphore de l'amour, la symétrie et la spécularité se produit aussi dans ce cas de figure où il y a au départ deux positions différentes. Quand c'est le tour de Socrate à prononcer le discours, l'éloge à Eros, eh bien, il y a l'éclatement de cette symétrie. Socrate fait parler une femme, ce qui dans cet univers, dans ce banquet de seul homme, ça paraît tout à fait surprenant. Socrate décide de faire parler une femme. Il dit, je vais vous raconter ce qu'une femme dit sur l'amour. Et ce que cette femme, Diotime, dit sur l'amour, c'est que aimer, c'est aimer ce qu'on désire, et désirer, c'est chercher ce qui nous manque, c'est désirer ce qui nous manque. Donc c'est le manque qui est le moteur de l'amour. Ce qui veut dire que quand je rencontre quelqu'un, ce n'est pas moi-même que je rencontre dans ce quelqu'un, mais c'est plutôt ce que je ne suis pas ou bien ce que je n'ai pas. Et donc ici on est dans cette dimension de l'asymétrie. Attention, chaque fois que Platon amène quelque chose de précédent, ce précédent qui pourrait être en contradiction avec ce qui vient après n'est pas à exclure, il vient absorber. C'est pour ça que je trouve aussi très intéressant cette mise en perspective avec Stendhal, où ici nous parlions de rapports en miroir symétriques, et ici par contre, dans l'asymétrie où on va chercher dans l'autre ce que je n'ai pas, ou bien dans l'autre ce que je ne suis pas, c'est que là, il y a le manque qui devient central. C'est ce qu'on avait vu aussi dans la deuxième cristallisation, qu'on va reprendre après quand on va parler de ce qui se passe réellement entre deux corps, Alcibiade et Socrate. On continue avec ce discours donc de l'asymétrie, c'est-à-dire que l'amour, le moteur de l'amour, c'est de rechercher ce que je n'ai pas, ce que je ne suis pas et ce que je n'ai pas. Mais quel est effectivement ce qui nous manque, ce qu'on recherche dans les corps? Et ensuite dans d'autres choses, parce qu'il y a des étapes différentes. Eh bien, c'est le beau, c'est la beauté. La beauté. Mais attention, là on revoit la philosophie de Platon. Platon parle de sa philosophie à ce moment-là. Donc quand il y a Diotime qui parle, eh bien, c'est en partie la philosophie de Platon. On sait qu'au départ, on est happé, on est attiré par le sensible pour, au fur et à mesure, passer à être intéressé par l'intelligible, par le conceptuel, par le monde des idées. Mais concrètement, ici, alors quoi ça consiste, cette histoire d'amour, de sentir un manque de quoi? Au fond, ce sont des expériences que tout le monde peut faire. Au départ, on est attiré par le corps d'une autre personne, par la beauté, et on veut s'en approprier comment? Avec un rapport sexuel. Mais quand on a consommé un rapport sexuel, quand on a possédé une beauté, on veut posséder encore une autre. On est attiré par une autre beauté, par un autre corps très beau. Et cela peut continuer, on ne sait pas combien de temps, mais ça peut continuer longtemps, jusqu'à un moment où cela ne suffit plus. On se dit, quelque chose nous manque. Et qu'est-ce qui nous manque? Eh bien, c'est ce que les personnes vont dire habituellement. J'ai envie aussi de connaître l'autre personne. J'ai envie aussi de sentir, de l'entendre, de parler, de faire des discours, de la connaître, de connaître son âme. Et voilà qu'on passe à un stade, pour Platon, un autre stade qui est de l'attraction de la beauté des corps à une attraction de la beauté de ce que l'âme produit,
de ces discours qu'elle produit. Et ensuite, ce sera les institutions, pour après passer à la beauté, qui est l'idée de la beauté en soi, c'est la dernière étape. Quand Socrate termine de parler, voilà qu'il y a l'entrée fracassante d'Alcibiade. Pourquoi est-ce que Platon décrit cette entrée? Eh bien, c'est un peu comme une mise à l'épreuve, c'est-à-dire, voyons un petit peu concrètement qu'est-ce qui se passe entre deux corps, hein, sur la base de cette philosophie, de cette description de l'amour qui est l'amour de la recherche du beau et passer d'un stade à l'autre. Bien, ici on a Alcibiade qui est dans la position de l'aimé, Socrate qui est dans la position de l'amant, celui-là qui a, et qui est beaucoup plus âgé, la différence est de 22-23 ans de différence, et qui va l'initier à les choses publiques, et surtout, vu la stature philosophique de Platon, c'est aussi l'envie le souci de l'initier à la philosophie, à l'amour pour la philosophie. Et concrètement, comment ça se passe? On sait qu'Alcibiade était d'une beauté, d'un corps extrême, une personne très intelligente aussi, donc, qui avait constamment des relations sexuelles avec d'autres corps, avec d'autres jeunes de son âge. Et le souci donc de Socrate, c'est faire en sorte qu'il ne s'intéresse plus directement à la sexualité, à l'union de corps, mais qui s'intéresse à la beauté de l'âme. Et voilà que Socrate ne refuse de coucher avec Alcibiade, et de fait Alcibiade va s'intéresser, va le décrire cette beauté intérieure, cette beauté de discours, d'une beauté extrême de Socrate, alors que l'apparence physique de Socrate est d'une laideur connue à l'époque, en contraste avec sa beauté intérieure, de même que Alcibiade veut changer, veut s'améliorer dans cette mouvance de relation d'amour entre lui et Socrate, mais malgré tout, il va tout essayer pour amener Socrate à faire l'amour avec lui sans réussir. Et ça va se développer un amour qu'on va définir l'amour, passion, et puis on va faire la comparaison avec Stendhal. Et pour terminer, Socrate dira, ça c'est le dernier mot c'est à Socrate, quand Alcibiade a terminé de parler, de dire que voilà, tout ton discours, Alcibiade, c'était pour embrouiller ma relation entre moi et Agathon. Ce que tu veux, c'est continuer à être aimé par moi et vouloir aimer Agathon. C'est-à-dire continuer à avoir des rapports sexuels avec d'autres beautés, parce qu'Agathon aussi c'était le jeune poète très beau, et continuer à vouloir avoir des rapports sexuels avec des jeunes. Ce qui veut dire que c'est un échec. C'est-à-dire que là où voulait amener Socrate l'initier à ce passage de l'amour pour les corps sensibles à l'âme et puis au discours et se détacher complètement de la partie sensible, et bien finalement Alcibiade reste ancré à la partie sensible. Donc ce que Platon amène avec cet exemple pratique entre un aimé et un amant de sa philosophie, on peut dire que c'est la description de ce qu'il pourrait être, mais qui n'a pas été, donc c'est un échec, et qui montre aussi, je crois bien, un amour qui est un amour passion, un autre type d'amour qui n'avait jusque-là pas été décrit dans tous ses éloges. Donc ce dernier trait, et je crois que cette interprétation, que je sache, n'a pas été faite, mais elle pourrait être faite, c'est que si Platon décide de consacrer pas mal de petites pages à cette entrée d'Alcibiade, c'est pour effectivement montrer ce qu'il pourrait en être, comme ça, de l'initiation d'un jeune à passage de l'amour pour les corps à de l'âme et finalement à la philosophie, dans cette relation
qui était pédagogique entre l'aimé et l'amant, il montre que c'est un échec. Et un échec, pourquoi? Parce qu'il montre aussi un autre type d'amour très très puissant, qui est l'amour-passion. Et là, je voudrais dire qu'effectivement, il s'agit de l'amour-passion, alors que Rougemont, pour faire un exemple, dira, soutient la thèse que l'amour-passion est une construction relativement récente, à partir de 1000-1200, dans notre culture occidentale. Ici, on voit bien que non, c'est une structure présente chez l'être humain quand il y a certaines conditions qui peuvent le permettre de créer cet amour-passion et qui va respecter les étapes décrites par Stendhal. Voilà ma thèse. Je vais vous la montrer, la démontrer si vous voulez, vous la montrer. C'est, si nous reprenons bien, au départ, il y a Alcibiade dans la position de l'aîné et Socrate dans la position de l'amant. Et Socrate aime Alcibiade. Se dit dans plusieurs passages des écrits de Platon, il y avait une entente très très forte entre les deux. Ils s'attiraient tous les deux et ils étaient bien ensemble. Donc Alcibiade se trouve bien dans cette position d'aimer et Socrate dans la position de amant, celui-là qui est intéressé à Alcibiade, qui aime bien Alcibiade et veut l'initier à des choses publiques. Et là, il y a donc une réciprocité, si on veut. Il y a une symétrie. Donc, chacun voit dans l'autre les positions qui étaient déjà codifiées, aimé, amant. Et de plus, il y a le passage qui est dans cette première cristallisation, c'est que, et Alcibiade le dit texto, que Alcibiade va devenir l'amant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va remplacer la position, il va devenir de aimer, il va passer à la position de amant. Et donc, là, il y a cette première cristallisation, et il croit, voilà, ça c'est le point, il croit, et c'était aussi ce que disait Stendhal dans sa thèse, il croit que Socrate est de même dans une position symétrique. Voilà. C'est-à-dire, comme il m'a aimé, comme il a été l'amant, maintenant c'est moi l'amant, et c'est moi qui va vers lui, comme lui il a été vers moi. Et c'est à ce moment-là que se produisent les asymétries. Comment est-ce que commence l'asymétrie? Elle commence avant tout parce que, alors que au départ, Alcibiade, c'est l'aimer et ce qui manque à Socrate, c'est la beauté, c'est le corps. Hein? C'est le corps. Ce qu'il va voir, par contre, quand il va devenir amant, Alcibiade, c'est que il lui manque quelque chose. C'est quand Alcibiade dit Socrate est comme un silène, les statues silènes qui, à l'intérieur, ont des objets précieux. Les objets précieux de Socrate, c'est ses discours très beaux, d'une beauté extrême, alors que son corps, connu par tout le monde, était un corps assez laid, contraste avec sa beauté intérieure. Et là, il accède à un manque. C'est quelque chose qui lui manque terriblement. Et pour l'effet, normalement, de symétrie qu'on avait expliqué, il devrait s'attendre que Socrate le recherche aussi pour ce qui lui manque à Socrate, c'est la beauté du corps. Donc, chacun est dans un rapport normalement symétrique, spéculaire, où Alcibiade a la beauté du corps, ce qui manque, donc il est l'aimé, c'est ce qui manque à Socrate. Socrate a une beauté intérieure, ce qui lui manque à Alcibiade, et donc il devrait y avoir un rapport sexuel entre eux. Eh bien, c'est ce qui ne va pas se passer. Là, Socrate va se dérober de cette position. Alcibiade essaye un peu toutes, c'est-à-dire il l'invite, il fait la gymnastique ensemble, jusqu'à arriver un soir qu'il l'invite manger, et Socrate reste là parce qu'il est très tard, il dort dans le même lit, mais rien qui se passe. Et c'est là que se produit alors toute cette asymétrie, c'est-à-dire qu'il devait s'attendre que chacun, dans cette correspondance spéculaire, chacun a ce qui lui manque dans l'autre. Comme on disait ici, moi je l'aime parce que l'autre, il a qui me manque, ou moi j'ai ce qui lui manque. Donc Alcibiade a la beauté qui manque à
Socrate. Socrate a la beauté intérieure qui manque à Alcibiade, eh bien l'amour physique ne se produit pas. Et c'est là que commence la deuxième cristallisation, beaucoup plus puissante. C'est quand il y a le doute. C'est le doute, c'est de voir que dans l'autre, alors, il y a un manque qui vient à manquer. Ce qu'on disait quand on parlait de Stendhal, par rapport au manque. Et là se produit la grande asymétrie, et la cristallisation qui se produit est beaucoup plus forte, et on oscille après entre des états de penser que l'autre m'aime à des états de penser que l'autre m'aime pas. Quand je vois qu'il y a un manque dans l'autre, quand je vois que là rien se passe, quand Alcibiade se rencontre, rien se passe, il n'y a pas d'union physique alors que devrait se passer quelque chose, ça veut dire qu'à lui, à l'autre, ne manque pas ce que je pensais qu'il lui manquait. Ma beauté ne lui manque pas. Et c'est là que se produit alors le doute, qui va après osciller à des moments où, par contre, oui, je crois qu'il peut m'aimer. Et c'est effectivement cette oscillation, ce doute constant qu'on retrouve aussi dans ces descriptions dans le banquet, où il y a des moments où Alcibiade voit la parole de Socrate comme un poison, et à des moments comme il le voit comme un pharmacum. Le mal et le bien, le bonheur et le malheur, le doute, deuxième cristallisation, la symétrie. Eh bien voilà, à la prochaine vidéo. Au revoir.